L'honneur m'échoit ce matin de vous présenter dans le cadre de la transformation des services publics au Niger la bonne pratique développée par notre institution, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, dénommé service public ambulant. Qu'est-ce que c'est que le service public ambulant? D'abord, le contexte. C'est un dispositif qui est mis en place dans les zones nomades. Et les zones nomades se caractérisent d'abord par une forte dispersion des populations, ensuite une grande mobilité dans les territoires assez vastes, et également un éloignement aussi bien des chefs-lieux de région, des chefs de département et même des chefs-lieux de communes, et enfin une faible présence des services publics à tous les niveaux, ayant pour conséquence un accès très limité des populations aux services sociaux de base. Le Niger fait 1 267 000 km². Donc comme vous le voyez avec la carte, le service public ambulant a été déjà mis en place dans 7 communes pilotes et depuis quelques mois dans 11 autres communes. Donc pour ne pas les citer, le service public est mis en place à Ingurti, à Fulatari, à Iferouane, à Ingal, Tilia, Inates, etc. Quels sont les objectifs visés à travers la mise en place de ce dispositif? Le principal objectif consiste à renforcer la représentation de l'État. Donc à rapprocher l'administration des populations locales et rendre plus accessible l'offre de services publics de base. Le second, c'est de développer des synergies entre les différents services déconcentrés de l'État. Le troisième, c'est améliorer la qualité de la délivrance de services publics de base. Et cinquièmement, c'est contribuer à améliorer les indicateurs de développement en agissant sur les zones les plus difficiles de notre territoire. La démarche de mise en œuvre du service public ambulant se déroule de la manière suivante. Au niveau de l'administration centrale, les parties prenantes stratégiques sont d'abord notre institution, le Haut Commissaire à la modernisation de l'État qui l'a initié. Nous travaillons en parfaite intelligence avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et le ministère de l'aménagement du territoire et du développement communautaire ayant en charge les questions de développement économique local se joint aussi à nous et nous arrivons également à embarquer les différents partenaires techniques et financiers. Pour le moment, ils sont nombreux à avoir cru en ce projet et à nous avoir fait confiance. Il y a au niveau local, il y a de plus en plus, nous associons à la démarche les gouverneurs, ils sont moins informés, afin que lorsque besoin y est, ils puissent nous apporter le soutien nécessaire. Il y a également le préfet, il y a aussi le maire, le comité local de pilotage qui est composé de toutes les couches sociaux locales, et dedans, on veille à une participation active de la société civile, et il y a également les populations qui sont représentées, notamment l'association des femmes et l'association des jeunes. Donc, le dispositif consiste à sélectionner une commune en fonction de sa position. Donc, c'est les communes des zones nomades qui sont généralement retenues, comme j'ai eu tout à l'heure le cas d'en citer quelques-unes. Il y a une mission de préfiguration qui est effectuée. Au cours de cette mission, des contacts sont pris avec toutes les parties prenantes pour définir avec eux les problèmes auxquels ils sont confrontés et arriver à recueillir leurs attentes afin que déjà, avant que le service ne soit mis en place, on puisse avoir une idée des activités qui puissent être conduites. Intervient par la suite la signature de la convention tripartite entre la commune, qui est représentée par le maire, le département, qui est représenté par le préfet, et notre institution, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État. La phase opérationnelle consiste d'abord localement à mettre en place un comité de pilotage qui est dirigé par le préfet et secondé par le maire. Et au niveau du comité de pilotage, on trouve des services techniques déconcentrés comme le ministère de l'aménagement du territoire qui assure généralement la fonction de rapportage. Donc le véhicule est remis officiellement et solennellement au vu et au su de tout le monde. Donc le comité de pilotage commence à fonctionner
tient sa première réunion, et au cours de cette réunion, la programmation, le calendrier de sortie est établi. Et ce calendrier repose sur une organisation qui se fait de façon alternée, où la première sortie, les services, 2 ou 3 services vont ensemble. Ça peut être par exemple l'éducation, la santé humaine et l'élevage qui organise la première sortie. Puis la deuxième sortie, les autres services qui n'ont pu participer à la première, comme l'hydraulique et l'état civil aussi, prennent en charge la seconde sortie. Il y a de plus en plus la nécessité de mettre en place aussi un dispositif de suivi et évaluation avec des indicateurs qui ont été préalablement définis afin d'avoir des situations de référence, et au fur et à mesure de l'évolution du dispositif, ces indicateurs sont suivis afin de vérifier l'atteinte des objectifs fixés. Quels ont été les principaux résultats obtenus et acquis? D'abord, il y a l'appropriation de l'initiative par les autorités et également aussi par nos partenaires techniques et financiers qui n'hésitent pas à nous soutenir dans cette phase. À la date d'aujourd'hui, nous avons pu mobiliser la coopération française, nous avons pu mobiliser l'Agence française de développement, l'Union européenne, la GIZ et l'UNICEF. Deuxième résultat obtenu, c'est l'amélioration de l'offre et de l'accès aux services publics. Donc, les services ont pu être délivrés en termes de pièces d'état civil, en termes de conseils ou d'assistance dans la maîtrise des ouvrages hydrauliques, ce qui a permis au vu et au su des populations de comprendre l'intérêt et l'attention portée par l'État sur leur existence. Il y a également un changement au niveau des relations entre les acteurs au niveau départemental et communal. Donc c'est un cadre qui permet d'améliorer, de renforcer la communication entre autorités décentralisées et autorités déconcentrées. C'est très important. Il y a aussi les effets sur la mobilisation des ressources financières, parce que le dispositif peut être utilisé pour rechercher, traquer et améliorer les recettes fiscales. Il y a également le rôle joué par les autorités coutumières dans la mise en œuvre du service public, qui permet de constituer une caution morale et de créer les conditions d'adhésion à l'initiative. Enfin, il y a les changements réalisés dans la vie des femmes, des hommes et des jeunes de façon générale. Quelles sont les principales leçons tirées de cette expérience? Donc, à noter que la mise en œuvre du service public ambulant a permis de retenir les points suivants sur lesquels une attention particulière doit être apportée. Premièrement, la mission de préfiguration, elle est utile et capitale. C'est au cours de cette mission que nous arrivons à échanger, à connaître, à identifier et à définir de façon concertée les problèmes et les attentes principales des populations. Il est également extrêmement important d'inclure tous les acteurs dès le début du processus, comme je le disais tantôt. Il y a un engagement fort nécessaire des autorités locales, maires et préfets, puisqu'ils sont les principaux responsables. Aussi, il importe de définir au préalable des marqueurs de progrès qui permettront, au fur et à mesure de l'évolution du dispositif, de s'assurer des avancées et des retombées du dispositif. Il est aussi important d'impliquer fortement la société civile. Dans certains cas, ça peut être des volontaires nationaux, des volontaires des Nations Unies, bref, tous les volontaires qui sont identifiés au plan local. Et autre leçon importante, ce dispositif a permis de développer des synergies, notamment dans le cadre de la mutualisation des ressources matérielles, des ressources financières et des ressources humaines des communes, des services techniques déconcentrés et même pour les partenaires techniques et financiers. Ce service également a permis d'améliorer, comme je le disais, la participation financière de la population à la réalisation de certaines activités et pour leur bien-être. Le service également a permis
de faciliter la mobilité des cadres au niveau de l'animation des comités. Il faut également donc dire qu'à côté de ces leçons, il a pu être observé quelques difficultés ne favorisant pas l'opérationnalisation de ce dispositif. C'est le fait que dans certains endroits, certaines autorités décentralisées notamment sont tentées d'utiliser le véhicule à des activités non prévues, non programmées dans le cadre de la Convention. Il y a également, toujours dans le cadre des défis et des contraintes, le fait que les communes ne soient pas suffisamment dotées de ressources pour pouvoir prendre en charge toutes les activités. Il y a également le fait qu'au niveau déconcentré, on observe souvent un retard dans la délégation des crédits. Il y a également souvent la gestion des urgences. Il y a aussi les difficultés liées à l'irrégularité de la tenue des sessions du comité. Et il y a également le fait que le dispositif d'évaluation n'est pas toujours opérationnel. Recommandations. Que pouvons-nous recommander après cette mise en place? À propos de la Convention, il importe de disposer, de produire des données fiables. Il faut que toutes les sorties du service public ambulant soient matérialisées. Il faut qu'au niveau des communes, ils aient cette capacité de prendre en charge le fonctionnement du dispositif. Il faut régulièrement se référer au point de départ afin de s'assurer des progrès accomplis. Au niveau du véhicule, il faut vérifier de la compatibilité du véhicule avec la zone, avec le territoire, la pneumatique, etc. Il y a également, à la fin du projet, parce que nous évoluons sous forme de projet, il faut définir à l'avance les conditions de cession du véhicule à la fin du projet à la commune. Et ce qui est de la mise à l'échelle, il faut capitaliser l'expérience service public avant de le mettre à l'échelle. Il faut produire un programme national de service public ambulant et il faut avoir une ligne budgétaire dédiée sur le budget national du pays. Enfin, pour ce qui est des perspectives et des conclusions, il faut noter qu'avec l'appui du projet d'appui à la modernisation de l'État pour un service public de qualité, qui est financé par l'Agence française de développement, il est prévu d'élaborer le programme national de service public ambulant PNSPA. Et plaise à Dieu, ce programme-là sera finalisé en 2023. Il va permettre de créer les conditions pour que ce service-là soit vulgarisé sur l'ensemble du pays. Et enfin, ce qu'il faut retenir, le service public, une création originale qui va au contact des populations dans les territoires reculés en leur apportant des services publics de base. Le SPA crée un lien social en renforçant l'appartenance des populations nomades à la commune et elle a déjà été expérimentée dans 7 communes avec l'appui financier de la coopération française, de la coopération technique allemande, de l'Union européenne et de l'UNICEF. Il a aussi, en phase d'implantation dans 11 autres communes, dans les régions de Tillabéri et d'Ifa, des régions qui sont aujourd'hui soumises à des difficultés qui sont certainement passagères. Et en 2022, à l'heure actuelle, nous sommes dans une phase de consolidation dans le cadre du projet AMESM avec 11 SPA à Abala, à Tondi-Chiwindi, Inates, Bankilare, Bani Bangu, Tarka, Goudumaria, Ingilbeji, Kablewa, Bosso et Toumo. Donc 2023 sera un programme national de services publics ambulants. On pourra le stabiliser et cet outil nous permettra d'étendre ce dispositif sur l'ensemble de notre territoire. Sur ce point, je vous remercie de votre aimable attention. Merci.